Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de réaliser cet entretien avec Serge Marquis. Serge Marquis est médecin spécialiste en santé communautaire et consultant dans les domaines des santé mentale au travail. Il s'intéresse depuis plusieurs décennies au stress, à l'épuisement professionnel et à la détresse psychologique dans l'espace de travail et à la difficulté de maintenir un équilibre entre la vie à l'intérieur et à l'extérieur du travail. Et en tant qu'auteur, il a écrit le livre Bienvenue parmi les humains, le très connu Pensouillard et Inster, petit traité de décroissance personnelle qui a été traduit en France On est foutu, on pense trop, ainsi que le roman J'ai, connais-toi toi-même, comment fait-on cela, et Les jours où je me suis aimé pour de vrai. J'ai d'ailleurs réalisé la synthèse animée de deux de ces livres, On est foutu, on pense trop et Je, connais-toi toi-même, sur ma chaîne, et je vous mettrai les liens en description si cela vous intéresse. Et dans les prochains 40-45 minutes, j'aurai le plaisir de lui poser des questions sur son expérience et sa pratique. Je suis certain que ces réponses vont vous apporter beaucoup de valeur. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Matteo et je suis le créateur de la chaîne Mind Parachutes, une chaîne dédiée au développement personnel et professionnel. Toutes les semaines, vous y trouverez une synthèse animée qui résume les meilleures idées issues des livres de développement personnel. Bon, bonjour Serge et merci d'avoir accepté ma proposition pour cet entretien. Bonjour Mathéo, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir chez vous. Je dois dire que j'ai été impressionné par le travail que vous faites, la synthèse des bouquins, les messages que vous transmettez à travers les dessins. Alors, je suis ravi. Mon émerveillement se réjouit aujourd'hui d'être avec vous, littéralement. Super, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, vos compliments. Et je vous propose de commencer l'entretien euh, pour justement à propos de vos intérêts professionnels. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé au sujet de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Comment est-ce que vous avez commencé? En fait, je n'avais pas le choix parce qu'en tant que médecin, les patients que je voyais me demandaient de le faire. C'est-à-dire qu'ils me présentaient les difficultés qu'ils traversaient. Souvent, ils arrivaient dans le bureau avec un problème de santé physique, mais après quelques minutes, on parlait de ce qui se passait dans leur vie et de la difficulté, justement, qu'ils avaient à trouver un équilibre. Alors, au fond, la grande majorité des patients avaient déjà des explications aux problèmes de santé physique qu'ils vivaient. Quelqu'un avait mal à l'estomac, disait ben, c'est parce que j'ai trop de travail. Quelqu'un avait mal, vivait son troisième ou quatrième rhume pendant le même hiver et disait ben, c'est parce que je suis trop fatigué, c'est difficile avec ma famille présentement d'avoir du temps. Alors, les gens avaient des explications. Alors, je me suis dit, si j'écoute, il faut que je comprenne le lien entre ce qu'ils ont constaté dans leur vie et le problème de santé avec lequel ils arrivent. Alors, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au stress, à la fatigue, à l'épuisement, à la surcharge psychique, mentale que les gens vivaient parfois, et à essayer de comprendre les liens entre cette surcharge et ce qui se passait dans leur corps. D'accord, merci. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé sur cette question, parce que je constate moi-même que de plus en plus de personnes se trouvent en situation d'épuisement, de détresse, beaucoup à cause du travail. Quels sont, d'après vous, les symptômes et les premiers signes auxquels prêter attention quand on ressent ce stress? Je vais apporter deux réponses à votre Super. question. La première, c'est important parce qu'il y a une augmentation réelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ça a toujours été comme ça. Des gens me disent, lors des conférences ou d'entretiens, me disent, ça a toujours été comme ça, mais on appelle ça par un autre nom maintenant. On appelle ça burn-out, on appelle ça. Je dis non, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pas vrai. Il y a été une époque pas si lointaine, à peine un siècle, où les gens travaillaient surtout avec leur corps. On coupait des arbres, travaillait la terre, etc. Donc, la surcharge, elle était physique. Et les problèmes de santé étaient physiques. Les maux de dos, les tendinites, les bursites, bon, etc. Aujourd'hui, la charge, 75% des gens aujourd'hui gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête. Et ça va continuer à augmenter. Même les gens qui tiennent des fermes
Ce sont des informaticiens maintenant. Alors, la charge, elle est réellement psychique. Et ça a des limites. Arrive un moment où il y a une saturation. Et c'est cette saturation qui prend forme d'épuisement, de détresse psychologique, de sentiment de ne plus pouvoir avoir le contrôle sur ce qu'on fait, de perdre le sens de ce qu'on fait, etc. Et là arrivent les symptômes dont vous parliez, qui se manifestent dans 3 sphères, au fond. La première sphère, c'est la sphère physique, la fatigue et des problèmes de santé qui peuvent apparaître chez les gens qui n'en avaient pas, des gens qui tout à coup commencent à avoir effectivement des problèmes des maux d'estomac, des problèmes d'insomnie, des problèmes de peau, des infections à répétition. Alors ça, c'est la sphère physique. C'est important parce qu'il faut écouter ça. Je dis souvent, l'être humain est le seul organisme vivant sur la planète qui n'écoute pas les signaux que son corps lui envoie. Toutes les autres espèces vivantes écoutent les signaux que leur corps leur envoie. Je dis souvent la blague, un lion, quand il est fatigué, il se couche. Une gazelle, quand elle est fatiguée, elle se couche, à moins que le lion soit en train de courir après elle. Mais nous, on n'est pas toujours capable, on n'est pas toujours en mesure d'aller se coucher lorsque la fatigue est là, mais il faut l'accueillir. Si c'est le 5e rhume au cours du même hiver, il faut accueillir ça. Donc, première sphère, sphère physique. Deuxième sphère, c'est la sphère intellectuelle. Perte de concentration, perte de mémoire, difficulté à garder l'attention, la vigilance, etc. Dans des contextes où on était en mesure de le faire auparavant. Alors, ça aussi, c'est important parce qu'il y a même des personnes autour de nous qui peuvent commencer à nous envoyer des signaux. Je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Parfois, on attribue ça, ah, je vieillis. Pas nécessairement. C'est simplement parce que tout à coup, on réalise qu'il y a certaines situations où toute notre attention est là, toute notre vigilance, alors que d'autres situations, elle ne l'est plus. Donc, la sphère intellectuelle. Et la troisième sphère où il y a des signaux, c'est la sphère, je l'appelle émotivo-relationnelle. C'est-à-dire qu'au niveau émotif, il y a par exemple des sautes d'humeur, de l'irritabilité, de l'impatience, des colères, là où il n'y en avait pas avant. En l'espace d'une fraction de seconde, comme on dit chez nous, on pète un câble, bon, etc. Et c'est là que les gens qui nous entourent, tant dans la famille qu'au travail, les collègues, nous disent « je ne te reconnais pas, il se passe quelque chose avec toi ». Donc, il y a au niveau émotif et au niveau des relations. Donc, c'est très important parce que, bien sûr, ça a des conséquences sur la qualité des relations qu'on nourrit avec les personnes parfois qu'on aime le plus au monde. Ils nous le disent. Alors, donc, ces 3 sphères-là, dans ces 3 sphères-là, il y a des signaux et il doit y avoir une attention portée à ces signaux-là. Parce que le piège, quand on s'épuise, c'est de le vivre au niveau identitaire. C'est-à-dire, si je ne réussis pas à faire tout ce que j'ai à faire au travail, ma vie sera un échec. Je serai un échec. Il y a comme une identification au travail, je suis ce que je fais, donc si je n'arrive plus à faire ce que je fais, je ne suis plus rien. Et donc, on veut prouver à tout le monde, malgré les signaux, qu'on va finir par y arriver. Alors, on continue, on continue. Vous ne comprenez pas, vous ne me comprenez pas, bon, blablabla, bla, 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 et on répète ça constamment, et on s'isole à ce moment-là. Alors, et ça, ce sont des pièges. Il faut éviter l'isolement, il faut être à l'écoute de ce qui nous est dit. Faites quelque chose, nous, on ne sait plus quoi faire. Je vous accueille. Qu'êtes-vous en train de me dire? Que voyez-vous que je ne vois plus moi-même? Qu'entendez-vous que je n'entends plus moi-même? Et ça permet d'aller dans l'espace où on va réintégrer, récupérer ce que nous sommes. Super, merci. Vous avez déjà répondu partiellement, mais je pose quand même la question. D'après vous, quelles sont les clés du coup, qui nous permettent de retrouver cet équilibre? Vous avez parlé de l'écoute, de l'attention et de l'ouverture finalement aux autres. Et qu'est-ce que vous conseillez du coup à une personne qui se trouve en épuisement ou en détresse? Le soutien est très important, ça on vient de le dire, on vient de le ressouligner. Le soutien, c'est fondamental. Deuxièmement, il y a un temps d'arrêt nécessaire pour revoir ses priorités dans la vie. La question, qu'est-ce qui est important? C'est une question qui a été suggérée par un auteur dont le nom m'échappe actuellement, mais qui nous avait suggéré un jour de nous arrêter régulièrement pour nous demander qu'est-ce qui est important.
important. Parce que cette question-là permet de revoir l'ensemble des priorités de notre existence. Où est la place qu'occupe, par exemple, ma vie familiale? Ça peut être la vie familiale nucléaire, mais la vie familiale élargie, là, les frères, les sœurs, là, les parents, etc. Évidemment, mon conjoint, mes enfants. Quelle est la place que ça occupe maintenant dans ma vie en tant que priorité? La place que je donne aussi à l'amitié, à la vie sociale, les gens qui m'entourent en dehors de la famille. Est-ce que c'est encore un espace? Est-ce que je consacre du temps ou si je remets ça à plus tard? Toujours à plus tard. La vie personnelle. Est-ce que je m'occupe encore de moi du point de vue de ma santé physique? Stephen Covey, j'ai retrouvé le nom, qui a écrit le livre Priorité aux priorités, Stephen Covey. Est-ce que je m'occupe encore de ma santé physique? Est-ce que je fais de l'activité physique? Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je dors bien? Etc. Donc, une autre sphère qui fait partie des priorités. Toutes ces sphères-là doivent être revues par rapport à la place que je leur donne dans ma vie. Parce que je ne peux pas attendre que ça vienne un jour de l'extérieur, l'équilibre que je cherche, si je ne prends pas moi-même le recul pour redonner sa place à cet équilibre-là. On a tendance, je me répète, là, à repousser. Un jour, j'aurai le temps. Un jour, ça va changer. Un jour, ce sera extraordinaire. Ça n'arrive pas. Ce n'est que si je décide, moi, de... Et là, il y a le dernier élément important que je voulais souligner en rapport avec ça. Une des clés fondamentales, c'est de reconnaître que nous avons des limites et de trouver un équilibre entre le défi et les limites. Parce que les deux dimensions sont importantes. L'être humain a besoin d'avoir des défis. On peut les trouver au travail ou à l'extérieur du travail. Pour quelle raison l'être humain a besoin d'avoir des défis? Pour avoir le sentiment de développer son potentiel, ses ressources, ses talents, ses capacités. Parce que ça permet de sentir, d'abord d'éprouver beaucoup de plaisir quand on le fait et d'avoir l'impression de s'accomplir. Et pas au niveau de l'ego, au niveau du potentiel puis des capacités qu'on possède. Ça, c'est important. Donc, les défis, on en a besoin dans la vie. La vie nous en amène, il y a une porte qu'on doit ouvrir à les accueillir. Et une autre chose qui est importante, cependant, les défis doivent être relevés dans le respect des limites. Parce qu'il y a une illusion qu'on n'en a pas de limites. On vient de dire qu'il y a des sphères qui manifestent, dans lesquelles les limites se manifestent, l'intellect, le corps, bon, etc. Elles sont réelles. Moi, je suis toujours dans une journée, il y a 24 heures, dans une vie, à l'espérance de vie. On s'approche doucement de 90 ans, mais ça peut peut-être durer 100 ans, mais ça reste une limite. Nous ne sommes pas immortels, éternels, etc. Alors, comment respecter mes limites en disant non, en apprenant à dire non, tout en relevant des défis? C'est très difficile, parce que quand je vais dans le défi, parfois, je vais tellement loin que je ne respecte plus mes limites. D'autre part, si je ne vais jamais dans le défi, je ne découvrirai jamais mes limites. C'est dans le défi que je les découvre. Alors, les deux sont des espaces fondamentaux pour faire en sorte que j'ai l'impression de bien savourer pleinement mon existence. Super. Merci beaucoup. Je pensais que c'était intéressant d'ailleurs de commencer par ça parce que je pense que c'est une situation où beaucoup de monde se reconnaît. Je propose de revenir à votre livre. Là, j'ai la version électronique de On est foutu, on pense trop. Et donc, à Pince-Souillard, les hamsters. Et donc, pour les personnes qui ne les connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez expliquer un peu cette métaphore que moi, j'ai trouvée très parlante entre le hamster et notre ego? Oui, c'est vrai que c'est une représentation, au fond, une métaphore de notre ego. C'est la petite bête qui court sans arrêt de notre tête, qui porte sans arrêt des jugements sur soi-même. Je suis nul, j'y arriverai jamais, je ne serai jamais capable, etc. Sur les autres, là, je suis obligé d'utiliser des termes, malheureusement, qui ne sont pas très délicats. Ah, l'idiot, l'imbécile, le crétin, bon, etc. Ou encore, c'est la petite bête qui nous amène constamment dans le passé. À l'époque, c'était tellement extraordinaire. Bon, les enfants écoutaient leurs parents, blablabla. Alors, ça, c'est dans le passé. Ou dans le futur, on n'y arrivera jamais, on ne sera jamais capable, on n'a pas les ressources nécessaires, bon, etc. Ça, là, c'est l'activité mentale à 80% du temps, selon Richard Moss, un médecin américain,
qui accaparent notre attention. Jugement sur soi, jugement sur les autres, retour dans le passé ou projection de catastrophes, de scénarios catastrophes dans le futur. C'est une métaphore de l'ego parce qu'il y a un processus dans notre tête qui s'appelle le processus d'identification, qui fabrique constamment de fausses identités. Pour essayer d'illustrer ça de façon claire, j'ai représenté l'ego sous forme d'un oignon qui serait fait de plusieurs pelures identitaires. On s'identifie, par exemple, à ce que l'on possède, aux vêtements qu'on porte, à la voiture qu'on conduit. Ce n'est pas un problème de s'identifier, c'est un processus qui est là naturel dans le cerveau, qui est apparu probablement en cours d'évolution. Alors, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que lorsqu'il y a une identité qui est fabriquée, le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à cette identité. Par exemple, si je m'identifie à ma voiture et que quelqu'un émet un commentaire négatif à propos de cette marque de voiture, ce sont des citrons, tu t'es fait avoir, etc., le cerveau ne perçoit plus le commentaire comme un commentaire à propos de la marque de voiture, mais à propos de ce que je suis, parce que je me suis identifié à la marque de voiture. Ça, c'est une première pelure identitaire. S'identifier à ce qu'on possède. On s'identifie aussi à ce que nous faisons. Les artistes vivent ça constamment. C'est les commentaires négatifs d'émis à propos d'une œuvre, un tableau, un livre, une composition musicale. C'est un commentaire négatif d'émis. Comme ils se sont identifiés à l'œuvre, le commentaire n'est plus perçu comme un commentaire à propos de l'œuvre, mais à propos de ce qu'ils sont. Et le cerveau déclenche la même réaction que si la survie était menacée, c'est-à-dire la réaction de lutte, de fuite ou de sidération, de paralysie, le fait de figer. Ce qui génère des conflits. Parce que quand quelqu'un émet un commentaire négatif à propos de quelque chose qu'on a fait, un document, un dossier dans l'espace de travail, lors d'une réunion, par exemple, eh bien, les hormones de la lutte ou de la fuite ou du fait figé sont sécrétées pendant la réunion. Alors, on a envie d'attaquer l'autre, on a envie de quitter la réunion immédiatement en claquant la porte, ou on fige, on ne sait plus quoi dire, on perd de vue le contenu du document qu'on présentait, les objectifs qu'on voulait atteindre, etc. Ça donne des situations tragiques. Il y en a deux que je me permettrais d'illustrer. Si je m'identifie à ce que je fais, ça peut aller très loin. Moi, mon père, j'en ai souvent parlé, il est décédé il y a 4 ans, mais il avait 93 ans, mais à l'âge de 56 ans, a été convoqué avec tous les hommes de 50 ans et plus de l'endroit où il travaillait, dans un petit local, mercredi après-midi à 16 heures, et on leur a dit, vous partez dans 2 jours. Un crayon et une année de salaire. Mon père n'avait jamais été malade de sa vie. Ça va me permettre de faire des liens avec ce qu'on disait au début. Mais 3 mois plus tard, au cours d'un souper de famille, il était blanc comme un drap, il tremblait comme une feuille, il transpirait abondamment et il dit « Serge, je ne vais vraiment pas bien. » Je m'approche de lui, je prends son pouls, rythme cardiaque très irrégulier. Je l'ai conduit aux urgences, il a été soigné. Et l'image que je n'oublierai jamais, il est assis sur une civière dans sa petite chemise d'hôpital. Il prend ma main et il me dit « Je suis devenu un déchet social. » Ça m'a frappé en plein front comme un coup de massue. Il était tellement identifié à son travail, du jour au lendemain, il n'a plus ce travail, je ne suis plus. Et non seulement je ne suis plus, je n'existe plus, mais comme le travail prenait une importance capitale au niveau de la performance, de l'excellence, de la réussite à tout prix dans cette société, il a fabriqué une nouvelle pelure identitaire qui est « je suis devenu un déchet social » puisque je ne corresponds pas aux critères d'excellence, de performance, de réussite de cette société. Et le petit exemple que j'aimerais donner aussi, très important à notre époque, beaucoup de gens s'identifient à leur apparence. Et chez les jeunes, c'est très important. Entre autres, chez les adolescents. Et chez les enfants même qui sont préadolescents, à cause des réseaux sociaux. Comme ils sont identifiés aux images qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux et qu'ils attendent des commentaires, des pouces par en haut, des likes, etc., s'il n'y a pas de commentaires, déjà, c'est un problème, 0, parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'il y a une indifférence à de témoigner à l'égard de la photo qu'ils ont publiée.
s'ils sont identifiés à la photo, très important encore, s'ils sont identifiés à la photo, l'absence de commentaires peut être perçue non seulement comme une absence de commentaires pardon, à propos de la photo, mais comme une indifférence à leur être. Évidemment, s'il y a des commentaires négatifs, c'est terrible parce qu'il y a des adolescents, des adolescentes qui ne verront plus les commentaires comme des commentaires à propos de la photo, mais à propos de ce qu'ils font. Et là, on voit apparaître la détresse psychologique, la déprime, les désordres alimentaires, un paquet d'éléments qui ont conduit d'ailleurs à une épidémie de tentatives de suicide chez des jeunes adolescentes dans la région de Québec il y a quelques années. Elles avaient en commun d'avoir publié des photos d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux et d'avoir eu que des commentaires négatifs. Alors, donc, c'est pour ça que c'est si important d'observer l'activité du hamster, parce qu'il fabrique constamment ses fausses identités. Il est constamment en train de vérifier quels sont les regards portés sur les identités qu'il a fabriquées. Même sur nos opinions, même sur nos idées, on s'identifie à des opinions, à des idées, à des croyances, etc. Alors, il est à l'affût constamment des jugements que les autres pourraient porter sur une image, quelque chose qu'on a fait, etc. Et il va à son tour émettre des jugements sur ce que les autres aussi ont présenté comme image. Alors, c'est une activité permanente. Si quelqu'un porte un jugement sur ce que j'ai fait pendant un repas d'amis, ça peut complètement transformer l'atmosphère du repas. Parce que l'hamster se met à dire, mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Parce que le jugement a été perçu comme un jugement non seulement, non pas à propos de ce que je venais de dire, mais à propos de ce que je suis. Et mon cerveau ne fait pas la différence. Et il entre en mode lutte, où il veut quitter immédiatement, où il fige, etc., etc. Alors, de là l'importance d'apprendre à l'observer et à l'apaiser. C'est le travail de toute une vie. C'est un travail qui peut se faire à chaque instant. Parce qu'on est constamment exposé à gauche ou à droite, puisqu'on est des gens qui rencontrent d'autres êtres humains, à entendre, percevoir des commentaires à propos de quelque chose auquel on s'est identifié. Une équipe de sport, on peut s'être identifié à une équipe de sport. Quelqu'un peut porter des commentaires négatifs sur leur performance, et puis on peut percevoir ça comme un commentaire à propos de ce que nous sommes. Alors donc, constamment, on est appelé à observer cette activité-là et à l'apaiser pour retrouver ce que nous sommes vraiment. Parce que nous ne sommes aucune de ces fausses identités. Que sommes-nous? J'emprunte. Ah oui! La suite de la question, mais avant d'arriver sur ça, qu'est-ce que nous sommes, je trouve intéressant cette idée, ok, je commence à observer ce hamster qui court, qui court, qui court, et j'ai besoin de l'apaiser. Oui. Est-ce que vous pourrez dire en fait comment on peut s'y prendre, déjà pour réussir à l'observer, parce que surtout sur le moment, c'est pas évident, quand on part, il arrête pas de courir, et aussi voilà, comment on arrive à l'apaiser une fois qu'on prend conscience qu'il a un course folle. Ça demande un entraînement. Ça, c'est très important là, parce qu'on n'est pas conditionné à faire ça. Et l'entraînement, bon, on parle beaucoup dans cette société de méditation, de pleine conscience, etc. Ce sont des expressions qui traduisent l'entraînement psychique. Méditer, pour moi, c'est s'entraîner psychiquement. Et ça se fait d'une façon simple, mais c'est difficile. C'est simple parce qu'à chaque fois que je m'arrête une seconde, 2 secondes, 3 secondes, n'importe quand dans la journée, pour placer mon attention, les 3 mots fondamentaux sont ceux-là. Placer mon attention sur mon souffle, juste ma respiration, l'air qui traverse mes narines. On peut le faire immédiatement. Là. On place notre attention sur notre souffle et ça peut prendre 2 ou 3 secondes pour constater que l'attention n'est tout à coup plus sur le souffle. Parce que l'hamster commence à courir. Ah, j'ai oublié de faire ça ce matin. Ah, j'ai oublié de lui dire ça. Ah, je ne l'ai pas appelé pour son anniversaire. Ah. Et tout à coup, l'attention n'est plus sur le souffle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se rendre compte que là où on était 2 secondes avant, là où l'attention était 2 secondes avant, elle n'y est plus. Elle est partie dans ses jugements sur soi, sur l'autre, le passé, l'avenir, etc. On la ramène.
on la ramène sur le souffle ou sur quelque chose de très concret. Il y a des choses aussi simples que la sensation de ses pieds sur le sol, le dos sur la chaise, peu importe, quelque chose de ce qu'on a dans la bouche quand on mange. Hop, je suis en train de manger, je suis en train de prendre une gorgée de vin, un vin que j'adore. Et tout à coup, ça prend 3 secondes, puis la petite bête a commencé à courir. Oh, on les reçoit ce week-end, on ne sera jamais prêt. La maison est dans un désordre épouvantable. Comment ont-ils pensé de nous? L'identification à l'ordre dans la maison. Là. Comment ont-ils pensé? Mon attention n'est plus sur le vin que j'ai dans la bouche. Alors, ce sont ces exercices. Je suis en train de parler à quelqu'un. Richard Moss, encore ce médecin américain qui s'occupait beaucoup d'anxiété aux États-Unis, disait, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. Parce que je peux me rendre compte que tout à coup, je ne suis plus en train de l'écouter. Mon attention est rendue sur les commentaires à propos de ce qu'elle est en train de dire, les jugements apportés. Oups, je ramène mon attention sur ce qu'elle est en train de dire complètement. Et ça, c'est possible d'innombrables fois par jour, au travail, avec nos conjointes, nos conjoints, nos enfants, nos parents, partout. C'est, oh, mon attention est partie, elle revient. Alors ça, c'est constater, observer le jeu, la danse de l'attention. Je répète, c'est tellement important. Observer la danse de l'attention. Et dès que je l'observe, elle ne peut pas être à deux places en même temps neurologiquement. Si elle est accaparée par le hamster, elle n'est plus sur le souffle, elle n'est plus sur le visage de l'autre, elle n'est plus sur la caresse, la personne qui tient ma main, elle n'est plus là. Et là, je peux tranquillement apprendre à ramener l'attention dans le présent. C'est ça que ça veut dire. On parle beaucoup du moment présent dans cette société, mais on a galvaudé le concept. Je regarde des publicités à la télé où on nous dit que ce qu'on veut nous vendre, ça va nous amener dans le moment présent. Achetez notre voiture, vous allez être dans le moment présent. Buvez notre bière, vous allez être dans le moment présent. On associe être dans le moment présent au plaisir. Alors qu'être dans le moment présent, c'est écouter l'autre personne quand elle me parle. Je rencontre des jeunes parfois, des jeunes qui vont aller travailler dans le système de santé, qui ont 15 à 18 ans, et je leur dis, vous savez, être dans le moment présent, c'est écouter le prof en classe. C'est ça que ça veut dire, être dans le moment présent. Alors donc, quand l'attention est complètement dans le moment présent, ça peut être aussi sur la sensation physique qu'on éprouve, l'inconfort, peu importe. Dès que l'attention est là, elle n'est plus sur le hamster. Elle n'est plus accaparée par le hamster. Et là, il y a un apaisement qui apparaît. Et c'est ça qui est important. Donc, toute la journée, on peut s'entraîner. En ce qui me concerne, c'est le travail de toute une vie. Plus on s'entraîne, plus ça devient un réflexe. Ça aussi, ce mot-là est important. Un réflexe de tout à coup se rendre compte que l'attention est accaparée par le hamster et qu'elle n'est plus sur le souffle, qu'elle n'est plus sur ce qu'on a dans la bouche ou sur l'écoute de l'autre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce que, en lisant votre livre, effectivement, vous parlez de ça, du fait que c'est le travail d'une vie. C'est peut-être aussi parce qu'on est un peu gâté par les messages qu'on reçoit constamment, etc. Et cette idée de dire, en fait, je maîtriserai jamais vraiment ça, ce sera toujours. Il y a une espèce un peu oui, de fait de base. Comment est-ce qu'on peut bien vivre le fait de se dire, bon, ok, c'est comme ça, c'est pas très grave. Voilà, comment déjà vous vivez cette fait de dire, en fait, c'est jamais quelque chose qu'on a acquis une fois pour toutes, et sans baisser d'espoir. En fait. C'est aussi une question très importante parce qu'il faut entrer dans la bienveillance à son propre égard. Parce qu'on peut commencer, et c'est encore l'hamster qui court, à porter des jugements sur soi-même. Ah, j'y arriverai jamais, je ne suis jamais capable. J'ai souvent la blague, moi, hamster, il y a des cuisses en acier, il reçoit des stéroïdes, etc. Et c'est encore le jugement porté sur soi. Donc, c'est encore le hamster qui court dans la tête. Donc, il faut entrer dans la bienveillance. Ah, c'est mon hamster qui court. Pendant 3 secondes, j'étais présent, mais j'ai cessé de l'être. C'est pas grave. Je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte. Et c'est ce qui fait qu'à chaque instant,
On peut observer qu'on a perdu de vue. Ça peut parfois durer des heures. On a un dîner avec des amis, et tout à coup, il y a quelqu'un, on ne s'attendait pas à ça du tout, qui émet un jugement sur quelque chose qu'on a dit, quelque chose qu'on a fait. Et pendant des heures, la nuit qui suit, ça court, c'est un animal nocturne, hein, ça tourne. On répète dans la roue les mots qui ont été prononcés par l'autre. Et là, ça génère des tensions, de l'inconfort, de la détresse, de la souffrance. On ne dort pas. Puis là, on se met à vouloir attaquer l'autre la prochaine fois qu'on va le voir. C'est effrayant. C'est épouvantable. Plutôt que d'avoir apaisé ça, oh, mais ça court. Est-ce que c'est mon être qui est menacé ou si c'est une identité qui a été menacée, mon opinion, l'idée que j'ai émise? Marie de Hennezel, grande psychologue française, disait « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » Et c'est de ramener l'attention sur ce qui en nous ne vieillit jamais. Et qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Ben, la première chose qui ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Marie de Hennezel a travaillé en soins palliatifs et elle a constaté qu'en fin de vie, des personnes étaient encore dans leur capacité d'être présent ou présente aux personnes qui les entouraient. Elle n'était plus en train de défendre une opinion politique dans les dernières heures, ou la marque de leur voiture, ou l'équipe de sport à laquelle ils s'étaient identifiés. Capacité d'être présent. J'ai imaginé un schéma qui est comme un atome. Le noyau, c'est la capacité d'être présent, puis autour, il y a d'autres capacités, un peu comme des électrons, qui ne vieillissent jamais, mais qui sont reliés à la capacité d'être présent. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais, mais ça ne peut pas s'exprimer si on n'est pas présent. Comment peut-on aimer si on n'est pas présent? Impossible. La capacité de s'émerveiller, ça ne vieillit jamais. Il y a des gens en soins palliatifs qui s'émerveillent encore. Une femme m'a raconté qu'elle avait amené ses petits-enfants à une grand-mère parce qu'elle venait d'en accoucher. Et la grand-mère les a accueillis aux soins palliatifs avec des étoiles dans les yeux. Elle s'émerveillait quelques heures avant de mourir. La capacité d'apprendre ne vieillit jamais. On peut apprendre dans les dernières heures de sa vie à lâcher prise encore sur des choses auxquelles on est attaché et qui nous empêchent de mourir en paix parce qu'on ne veut pas les perdre. La capacité de transmettre ne vieillit jamais. Il y a des gens en soins palliatifs qui sont encore en train de transmettre des choses. Un ami à moi que j'ai perdu me disait 2 jours avant de mourir, en me prenant les bras comme ça, les personnes que tu aimes, prends le temps de les regarder. Il transmettait 2 jours avant de mourir. Où est notre attention? Est-elle dans le besoin de défendre à tout prix une opinion sur la couleur des murs et la peinture, la couleur de peinture qu'on voudrait mettre sur les murs parce qu'on s'est identifié à cette couleur-là, ou si elle est sur ce qui en nous ne vieillit jamais? Ramener l'attention sur ce qui en nous ne vieillit jamais. Est-ce que ma capacité d'aimer est menacée? Est-ce que ma capacité de m'émerveiller est menacée parce que quelqu'un a émis un jugement à propos de l'opinion que j'ai prononcée? Non. Est-ce que ma capacité de créer est menacée? Non. Il y a des personnes que j'ai soignées qui venaient parce qu'elles étaient épuisées, puis elles avaient vécu une rupture. Et elles avaient l'impression que la personne qui les avait quittées était partie avec leur capacité d'aimer, qu'elle leur avait volé leur capacité d'aimer. Et quand elles prenaient un recul, elles finissaient par dire, mais personne ne peut me voler ma capacité d'aimer. Elle va toujours être en moi. Elle peut prendre toutes sortes de formes. Elle peut s'exprimer sous forme de bénévolat auprès de personnes âgées, etc. Donc, elle est toujours là, la capacité d'aimer. C'est pas vrai qu'on peut me la voler. Et là, il y a une espèce de paix qui apparaît là, quand on se rend compte de ça. Et c'est là le travail qu'on a à faire. Super, merci. Merci. D'ailleurs, je voulais vous demander, attends, je reviens à ce que vous disiez parce que je vous ai interrompu à ce moment-là. Vous étiez en train de dire qui nous sommes réellement. Et donc voilà, je vous pose la question, si on n'est pas cet oignon de couches de différentes identités, on est qui? Ce qui en nous ne vieillit jamais. Nous sommes ce qui en nous ne vieillit jamais. Cette espèce de capacité d'être présent, présente, là, et c'est ce qu'on découvre. Quand on commence à prendre un petit recul pour juste placer son attention sur son souffle, par exemple, ce n'est qu'un exemple, ou sur le paysage qu'on contemple, sur les feuilles. Ici, les bourgeons éclatent là, présentement. Ça me plaît de m'asseoir
et d'observer ces vers tendres qui apparaissent. Et je trouve ça extraordinaire d'être dans cette présence là, où mon esprit n'est rempli que de ces couleurs, que de ces formes, etc., plutôt que d'être dans le jugement. Ah, ça a été long cette année avant d'apparaître, on n'en finit plus, pauvre moi, je gèle encore, etc. Là, on est encore dans les jugements sur soi-même plutôt que d'être dans la présence qui s'émerveille, contemple, qui aime, qui accueille l'autre. C'est important parce que ce dont je suis en train de parler, c'est de connexion avec l'autre, de connexion avec ce qui nous entoure. C'est ce que nous sommes, des êtres de connexion, mais on ne peut être connecté que dans la présence. Si je suis dans le hamster, je suis isolé, je suis séparé, je ne suis plus connecté. Ce n'est qu'en l'apaisant que je me reconnecte. C'est ce que nous sommes vraiment, des êtres de relation, de connexion, de présence. D'accord. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Et du coup, je reviens sur le terme de décroissance personnelle, que j'ai trouvé très intéressant déjà de soi, et aussi par un peu en contraposition à ce qui m'intéresse, qui est plutôt le développement personnel, et la chaîne YouTube, etc., que je fais, qui en fait est dédiée à ça. Et du coup, de manière un peu superficielle, on pourrait imaginer qu'il y a un peu, que ces deux choses sont un peu en contraposition. D'un Ouais. côté, la décroissance et de l'autre côté, le développement. Voilà, qu'est-ce que, d'après vous, la décroissance personnelle déjà, et quelle est la relation que vous voyez entre ça et son développement personnel? C'est intéressant, Mathéo, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais dire ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que le développement ne peut s'exercer que dans la décroissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le développement de mon potentiel, de mes ressources, de mes capacités, de mes talents, ça ne peut s'effectuer que si je ne suis pas en train de toujours évaluer ce que je suis à travers le regard de l'autre sur ce que je suis en train de faire. Exemple, si j'aime peindre et que je veux peindre un tableau, mais que mon hamster commence à courir parce qu'il est en train de se demander comment on va trouver le tableau, mais ma passion, mon intérêt, mon talent peut-être ne pourront plus se développer parce que mon attention va être accaparée par la peur qu'on émette des jugements négatifs à propos du tableau et par conséquent à propos de ce que je suis si je me suis identifié au tableau. Alors la décroissance, c'est de se libérer de tous ces attachements aux pelures identitaires pour entrer complètement dans la présence, là où le potentiel peut s'exprimer pleinement. C'est le bleu que tout à coup on a envie de marier ici au jaune, etc. On n'est plus dans l'ego qui est en train de se dire « je vais être extraordinaire, unique, spécial, je vais devenir le nouveau Van Gogh sur cette planète ». Ça, c'est l'ego. Alors que la présence, elle n'est pas en train d'imaginer des choses comme ça, de bâtir des scénarios de cette nature-là. Elle est en train simplement de marier le bleu avec un peu de mauve. Elle est simplement en train de faire ça, c'est tout. Elle crée. Alors là, on est dans le développement du talent, de la capacité, de la ressource. Et pour que ça se fasse, il y a eu décroissance liée à « je serai le prochain grand maître », blablabla. Ça s'est effacé. Cette fausse identité s'est apaisée. Il y a eu comme débranchement de la roue. Toutes les fausses identités, l'attachement à ces fausses identités, ça s'efface, ça se dissout peu à peu. Je ne suis plus ma marque de voiture. Je conduis avec toute l'attention nécessaire, toute la vigilance nécessaire pour bien conduire, protéger la sécurité de tout le monde. Donc, décroissance permet développement du potentiel, des ressources, des capacités, de l'intelligence. OK, je comprends. Je comprends, effectivement, ça m'avait un peu perturbé au départ en disant, mais du coup, est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Mais non, en fait, l'un permet vraiment l'autre, d'une certaine manière. C'est exact. OK, c'est clair. Merci. Et du coup, la question que j'avais, c'est pour quelqu'un qui déciderait effectivement, de s'exercer, de s'entraîner à la décroissance personnelle, quels sont, d'après vous, les premiers bienfaits
qu'elle pourrait ressentir tout de suite, ou en tout cas dans les premiers jours, les premières semaines? Paix, énergie, sentiment d'avoir pleinement tout son potentiel, d'être là, d'être complètement éveillé, allumé, complètement, au lieu d'être oh, qu'est-ce qu'on va aimer, oh, je n'y arriverai jamais, oh, je ne serai jamais capable, etc. Apaisement, présence, énergie, vraiment. Super. Cette idée d'énergie, ça me parle beaucoup. Parce que je vois bien la différence moi-même dans les périodes où j'ai l'inster qui va à 1000 à l'heure et le moment où j'arrive à être plus présent. Euh, je vois bien la différence, même moi, que ce soit même dans mon travail, dans mes interactions avec les autres. La quantité d'énergie, ça me prend, cette course sans fin, c'est juste incroyable. Donc, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et du coup, d'après vous, quelles pourraient être les difficultés les plus grandes que l'on peut avoir pour arrêter les hamsters? Qu'est-ce qui fait qu'on a encore plus de mal que d'habitude à l'apaiser? Une question que je ne me suis jamais vraiment posée, c'est super intéressant. Moi, j'ai l'impression que le plus grand piège, je l'appellerais comme ça, c'est de se décourager, d'avoir envie d'abandonner, alors que c'est la persévérance qui, au contraire, va permettre de découvrir que de plus en plus rapidement, à cause du réflexe, on voit apparaître l'activité du hamster et pour des périodes de plus en plus longues, on se rend compte qu'on a été présent. Alors, la difficulté viendrait du fait de se résigner, abandonner, au lieu de, oh non, entrer dans la bienveillance. Le hamster a recommencé à courir et il a couru pendant des heures et des heures. Et là, tout à coup, je viens de me rendre compte, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un vieux phénomène qui est là, c'est un vieux conditionnement. Et c'est pas facile de ramener l'attention ici. C'est OK. Et on revient. Cela est, il y a une phrase qui est utilisée par beaucoup de personnes qui parlent de ces choses-là, qui disent, on dit cela est, on accueille ce qui vient d'arriver. Et c'est ça. Donc, c'est sûr que on peut avoir tendance à se décourager, mais c'est encore l'hamster qui, quand on entre dans le découragement, qui court. J'y arriverai jamais, comme je disais tout à l'heure. Je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, je ne suis pas compétent, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intelligente, je ne suis pas bon, blablabla. Bla, bla, bla. Et d'aller dans le passé, ou c'est à cause de mes professeurs à l'école, je suis né dans une famille où c'était trop compliqué. Oui, ça peut être vrai que ça a été difficile. Ça peut être vrai qu'il y a eu des traumatismes. Mais j'ai encore la capacité de ramener mon attention ici. Et j'ai encore la capacité de découvrir qui je suis vraiment. Donc, ces pièges-là, on peut toujours en sortir. OK, merci beaucoup. Et une autre question qui, voilà, surtout au début, moi, ça m'avait un peu. Ouais, j'étais un peu interrogatif sur ça. C'est que j'ai longuement pensé, finalement, que mon ambition, mon envie d'atteindre des résultats remarquables, des choses qui m'attirent finalement. Et j'imagine que, bien sûr, là-dedans, il y a toujours une partie où ça m'intéresse aussi parce que ça va faire que les autres vont m'apprécier, ils vont trouver que, voilà, que ce que j'ai fait, c'est extraordinaire et tout ça. Donc, je sens bien qu'il y a un peu de ça également. Et même si je sens que de temps en temps, ça me fait souffrir, en même temps, je peux me dire, en fait, c'est un bon moteur, malgré tout, pour m'engager dans certains défis qui me permettent de me dépasser, etc. Et donc, d'une certaine manière, il y a un peu une peur de l'abandonner, cette partie-là, que j'associe bien sûr au hamster, parce que je peux me dire, mais du coup, s'il n'y a plus ce moteur-là, qu'est-ce qui va devenir de mon ambition, de mon envie de me dépasser, etc. Du coup, qu'est-ce que vous proposez pour quelqu'un qui, limite, a du mal à lasser ses craintes ou qui a ces peurs-là? Encore une fois, c'est toujours les deux mêmes choses. L'attention peut être orientée complètement vers le projet, vers ce qui m'intéresse, les objectifs que qu'on souhaite atteindre. Le chemin, évidemment, là, qu'on trace pour pouvoir atteindre les objectifs.
Et tout à coup, se rendre compte que ça, c'est contaminé, j'ai envie de dire contaminé par... Mais bon, ça va me permettre d'avoir plus de reconnaissance, ça va me permettre d'avoir plus d'être connu, qu'on m'arrête sur la rue pour me dire à quel point ce que je fais, c'est extraordinaire. Ça contamine la capacité qu'on a d'être présent complètement à ce projet qui nous remplit d'énergie, qui stimule la créativité, qui stimule la connexion aux gens qui nous entourent parce qu'on les écoute pour apprendre d'eux, pour utiliser tout ce savoir afin de créer quelque chose d'encore plus riche, etc. On n'est pas dans ça me permet d'être merveilleux, connu, quelqu'un, exister, être extraordinaire. Non, ça, l'attention n'est plus disponible pour tout le cheminement qui permet effectivement de relever le défi, de régler un problème, de trouver une solution, etc. Alors, il est là, elle est là la danse. Là. Elle est là la danse. Et dès que je me rends compte qu'il y a contamination, je ramène l'attention sur, OK, il y a un texte que je suis en train d'écrire, comment la phrase pourrait être claire, quel mot je pourrais trouver pour que ça permette d'être peut-être un peu plus court même et plus facile d'accès. Ce genre de choses. OK, merci. Merci. Euh, Matière à réflexion, en tout cas, mais je trouve ça intéressant, effectivement, de se dire toujours cette notion de l'énergie. Je peux vraiment mettre au service du projet, de ce que finalement, du côté ouais, de cet esprit créatif, finalement, qui est plus intéressant que les attentes que d'autres ou que moi je peux avoir sur le projet. Exact. Les attentes des autres ou les attentes que moi je peux avoir, toute l'attention est vers le contenu, l'œuvre, la solution à la difficulté qui est traversée, la présence à mon enfant qui traverse une période difficile. Est-ce que je suis en train de tout faire pour me faire aimer de lui ou je suis complètement là en train d'écouter ce qu'il traverse ou ce qu'elle traverse? Qu'est-ce qui se passe? La peur qui est là, la peur, un mot qu'on n'a pas prononcé, mais au cœur de l'activité de l'ego, il y a toujours la peur. La peur de quoi? La peur d'être rejeté. Parce que quand on est enfant, si on est rejeté, ça signifie je ne survivrai pas. Et c'est encore ça qui nous habite. À travers les images qu'on veut fabriquer de soi pour être reconnu, pour avoir de l'attention, pour être apprécié, c'est pour apaiser la vieille, vieille, vieille peur d'être rejeté, donc de ne pas survivre, puisque qui va me nourrir? Qui va me protéger? Qui va m'apporter du confort, en me câlinant, en me berçant? Quand on est enfant, là, on veut avoir tout ça, puis on pense qu'il faut avoir de l'attention et tout faire pour avoir l'attention qui va nous permettre de sentir cette sécurité de base. Les adultes, ça joue encore. Et l'attention n'est plus disponible pour la création, pour trouver des solutions aux problèmes, pour l'écoute, pour la connexion, pour les interactions, pour tout ce qui est important. Alors, merci. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de voilà, vous laisser la parole pour les messages de la fin. Et c'est pour moi une question qui est indispensable vu le sujet de ma chaîne. C'est de dire, est-ce que vous avez des suggestions, des recommandations de lecture? Si vous deviez recommander 3 livres à lire, et que 3, je sais que c'est compliqué, mais Oui. qu'est-ce que vous recommanderiez? Même un ou deux. Hein, si, En toute modestie, Fransouillard. C'est excellent, excellent, ça me paraît très bien. Ouais. Les, ton ego qui parle. Je dirais que ce n'est pas nécessairement l'ego autant que les années de travail qui ont été faites pour essayer de trouver quelque chose et de regarder le travail que vous avez fait, Mathéo. Là. Je ne suis pas en train de jouer du violon et de flatter votre ego, c'est parce que c'est tellement une belle synthèse. La même chose pour Le jour où je me suis aimé pour de vrai, qui est un roman qui permet un autre regard surtout ce dont on a parlé. Il y a un livre qui a été écrit par une dame que je ne connaissais pas, qui vient à peine de paraître, qui est une Québécoise, qui est une psychologue, et je vais me permettre, il est ici par moi, Bien je vais sûr. me permettre de le montrer, ça s'appelle En attendant le psy. Elle s'appelle Isabelle Soucy. Et c'est un magnifique bouquin. Elle a aussi écrit un autre livre qui s'appelle Calme au cœur du chaos. Et ce sont des synthèses assez extraordinaires d'un point de vue psychologique, là,
de tout ce qui est proposé, à mon avis, de sain. Et ça gagne, bien sûr, présentement, là, pour que les êtres humains puissent observer, découvrir, apprendre ce dont on a parlé aujourd'hui et mettre en pratique ce dont on a parlé. Alors voilà, donc Isabelle Soucy, En attendant le psy, Au calme, au cœur du chaos. Ça, ce sont de bons bouquins aussi qu'on peut lire présentement. Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous trouvez que j'aurais dû vous poser une question que je n'ai pas posée, une question importante? Non, 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 non. Je pense qu'on est arrivé en quelques minutes, au fond, à creuser, j'espère, en tout cas, clarifier Ok, merci. ce qui est le plus Du coup, important dans la vie. ce que je éventuellement vous souhaiterais vous demander, c'est si vous avez voilà, un message de synthèse, un peu quelque chose, un dernier mot pour les personnes qui auraient suivi l'entretien et avec lesquelles vous souhaitez qu'ils repartent. Ah mon Dieu, apprenons à observer l'activité de l'ego, apprenons ensemble à l'apaiser. Et je crois que c'est ce qui va permettre des solutions extraordinaires à plusieurs des grands problèmes qu'on traverse actuellement sur cette planète. Ce n'est qu'en apaisant l'ego qu'on va régler les problèmes environnementaux. Parce que c'est encore l'ego qui veut plus. Puis on va être tellement extraordinaire si on a construit encore plus des buildings, puis de machins. À cause de ça, il y a toute cette destruction de l'environnement. À la base, il y a une activité de l'ego derrière ça. Les guerres. À la base, il y a de l'activité de l'ego derrière les guerres aussi. Alors, c'est ensemble, en apprenant à se connaître, au fond, comme disait Socrate, ou comme il reprenait la phrase qu'il avait lue sur le mur, là, connais-toi toi-même. Ben, c'est apprendre à observer l'ego et apprendre à l'apaiser, se connaître soi-même. C'est ça que ça veut dire. Et si on fait ça tous ensemble, on va redécouvrir que nous sommes des êtres de connexion. Et ça va résoudre un paquet des problèmes majeurs qu'on traverse sur cette planète. Merci à la fois pour ce message d'espoir et en tout cas, voilà, beau travail personnel aussi. Et ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qu'on a tous à notre main. On peut le faire à tout moment. Donc, merci Exact. beaucoup, Serge, à la Merci, fois pour Mathéo. votre disponibilité, pour votre générosité lors de cette Merci. entretien. Merci Donc, énormément. Et puis, merci à toutes les personnes qui présentent. ok, super. Et Et d'ailleurs, effectivement, je voulais remercier toutes les personnes voilà, qui sont restées jusqu'au bout pour la participation et l'attention. Et voilà, il me reste à dire à tout le monde à très vite pour de nouvelles idées. au Merci. plaisir. Merci pour ce que vous faites.